Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition de Géopolitis. 8 mai 1945, la foule est en liesse dans toute l'Europe. C'est le jour de la victoire après la capitulation de l'Allemagne nazie. 80 ans après la fin de la guerre, d'importantes cérémonies sont prévues en mai prochain. L'occasion de convoquer l'histoire en se référant aux années 30 et 40. Cette année marque aussi les 80 ans de la libération des camps de concentration et d'extermination. Vous entendrez le témoignage de rescapés du camp d'Auschwitz-Birkenau, ces voix de l'indicible pour perpétuer la mémoire de la Shoah. Et notre invité est historien, spécialiste du nazisme. Johann Chapoutot vient de publier Les Irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir. Les références aux années 30 et 40 sont aujourd'hui légion. Les comparaisons sont toujours très délicates. Il faut être extrêmement prudent avant d'en user, tant les contextes précis ne sont jamais les mêmes. Pour autant, comment ne pas être attentif à une certaine résonance pour retenir les leçons de l'histoire ? Aujourd'hui, la brutalité du monde, la guerre, la mise à mal des démocraties, la montée des extrêmes, l'usage décomplexé de la parole et des gestes haineux, le recours à la censure et à la propagande, tout cela peut ramener les années 30 à la mémoire collective. Mais il faut se souvenir aussi du contexte bien différent. Dans ces années-là, le monde peinait à se relever du traumatisme de la Première Guerre. Il était plongé dans un profond marasme économique et dans la peur du communisme sur lesquels ont prospéré le fascisme et le nazisme. Notre invité, Johann Chapoutot, vient de publier Les Irresponsables. Dans son dernier essai, il souligne que dans cette Allemagne du début des années 30, une partie de l'élite politique et économique, qualifiée de libérale autoritaire, a choisi de faire alliance avec le parti nazi, pensant notamment pouvoir le contrôler et l'utiliser. Cette notion de libéralisme autoritaire est née en 1933 sous la plume d'Hermann Heller, juriste allemand social-démocrate, pour désigner certains dirigeants à la fois ultralibéraux sur le plan économique et autoritaires au niveau des libertés individuelles. Nous allons en parler dans un instant, mais commençons par la fin de la Seconde Guerre, en faisant tout d'abord référence à une autre date, celle du 8 mai 1945, à l'approche, 80 ans plus tard, des grandes commémorations, en se souvenant de cette volonté d'instaurer une paix mondiale. Enfin, 7 mai 1945, capitulation de toutes les troupes allemandes, fin de la guerre en Europe. À Genève, que l'on appelait la ville des nations, la joie explose, tel un feu d'artifice. L'enthousiasme est maître du pavé. Les 7 et 8 mai 1945, l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie est signé à Reims, puis à Berlin. Cette reddition marque la fin des hostilités en Europe, quelques mois avant que la Seconde Guerre mondiale ne s'achève sur tous les continents. Quand la guerre se termine, c'est un état d'esprit à la fois de soulagement, de liesse. Il faut quand même se représenter 5 ans de guerre, 50 millions de morts, des opérations militaires dans tous les coins de la planète, le génocide des Juifs, 6 à 10 millions de morts, les bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. On sort d'une conflagration mondiale sans précédent et donc tout le monde est totalement soulagé. Soulagé, mais avec un traumatisme profond qui fait naître le souhait d'asseoir un nouvel ordre international. La grande question qu'on se pose, c'est plus jamais ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'une nouvelle guerre se produise ? Et là ressurgit une idée qui avait déjà surgi à la fin de la Première Guerre mondiale, l'idée de réguler les affaires internationales en recréant une organisation internationale, puisqu'il y avait déjà eu la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres, pour finalement gérer les affaires internationales de façon rationnelle. C'est en pleine guerre, déjà, que le nouveau concept de Nations Unies voit le jour. En 1941, le Premier ministre britannique Churchill et le président américain Roosevelt signent une charte dans l'espoir d'un avenir meilleur. 6 mois plus tard, 26 États adhèrent à la Déclaration des Nations Unies. Les Nations Unies, au départ, ce sont les Nations Unies contre le totalitarisme, contre le nazisme, contre le fascisme, avec l'idée qu'on a des pays alliés qui décident de ne pas s'arrêter de combattre tant que le nazisme ne sera pas battu sur le terrain. Et quelques semaines seulement après la capitulation de l'Allemagne nazie, la charte de l'ONU est signée lors de la conférence de San Francisco. We're all forgotten in one unshakable unity of determination to find a way to end war.
Dans son sillage et dans un même esprit de promotion de la paix, sont créées les institutions spécialisées de l'ONU. Le nouveau siège de l'Organisation mondiale de la santé est un chef-d'œuvre dû à deux architectes vaudois, Jean Tchoumi et Pierre Bonnard. C'est dans ce bâtiment annexe qu'ont lieu les débats du Conseil exécutif de l'OMS, section très importante de l'ONU et dont la tâche est de veiller à la santé et à la survie de l'humanité. On considère qu'un monde en paix, ce n'est pas seulement un monde où les affaires internationales sont régulées par des réunions régulières, mais aussi un monde où tout le monde a accès à la santé, tout le monde a accès au travail, tout le monde a accès à ce qu'on appelle à l'époque un standard de vie minimum. Aujourd'hui, ces mêmes organisations craignent pour leur survie après l'annonce de coupes budgétaires, voire de retrait pur et simple. Retrait de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un gros dossier. Nous versons 500 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé et je vais y mettre fin. On a un président qui revient au fond à la tradition du 19e siècle des États-Unis et à une époque où il n'y avait pas de système multilatéral, pas de régulation internationale. La rupture de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, c'est la rupture avec 80 ans de multilatéralisme. Un coup porté aux idéaux originels qui n'est pas sans inquiéter la communauté internationale. Johan Chapoutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, Paris, spécialiste de l'Allemagne, du nazisme et de la modernité occidentale. Vous venez de signer Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir, un ouvrage paru chez Gallimard. Vous êtes en Suisse sur l'invitation de la Société de lecture de Genève. Alors on s'apprête à célébrer en grande pompe le 8 mai 1945, date historique, 80 ans tout juste après la fin de la guerre. Le monde tel qu'il a été imaginé pour justement éviter un nouveau cataclysme, est menacé aujourd'hui, mis à mal en tout cas, le multilatéralisme est menacé. Sommes-nous définitivement entrés dans une nouvelle ère ? Alors effectivement, après 1945, il y a eu une volonté de civiliser le monde, c'est-à-dire de faire du monde une cité régie par des lois pour éviter ce qu'il s'était passé pendant 2 guerres mondiales. Ce consensus en Occident a été respecté jusqu'à récemment. Là, il est brisé. Est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère ? Disons, je ne pense pas. Là, il y a une rupture, effectivement, d'un point de vue du droit international et de la géopolitique. Mais je pense qu'on est plutôt à la fin d'un cycle d'une contre-révolution conservatrice qui a commencé, au fond, au début des années 80 avec Reagan aux États-Unis et Thatcher en Grande-Bretagne. On en a les expressions géopolitiques actuelles de manière particulièrement violente, mais je pense qu'on est plutôt à la fin d'un cycle, et c'est précisément parce qu'on est à la fin que c'est d'autant plus radical et d'autant plus violent. Oui, on célèbre justement cette fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans la peur d'une nouvelle guerre, on porte en nous cet héritage mémoriel, des traumatismes 14-18, 39-45, à tel point que les références à l'histoire sont très fréquentes actuellement. On entend beaucoup cette petite phrase, nous sommes revenus aux années 30. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les années 2020 aux années 30 ? Alors on peut toujours comparer, on ne fait que ça en réalité. Les historiens ne cessent de comparer dans la mesure où, écrivant à partir du présent sur le passé, au moins tacitement, ils comparent. Et par ailleurs, les comparaisons sont très fréquentes dans les médias, dans l'espace public. C'est même l'opération intellectuelle fondamentale que de la comparaison, qui consiste à spécifier les choses par la mise en relation. Pour ce qui est des années 30, il y a une différence majeure, qui est le soubassement anthropologique. Au fond, les années 30 sont adossées à un traumatisme majeur qui est celui de la Grande Guerre. 80 millions d'hommes sous l'uniforme, 20 millions de morts, une violence débridée. Donc, mais si on fait sauter ce paramètre-là, et si on voit la différence d'expression, par exemple, des extrêmes droites, qui ne sont plus forcément attachées à tenir la rue par la violence, qui était un héritage de la Première Guerre mondiale, pour le coup, on se rend compte que oui, en raisonnement analogique, on a des analogies de structure et d'acteurs. On a des libéraux autoritaires, on a des nationaux conservateurs, on a un grand capital aux abois qui ne sait plus comment faire pour soutirer de la croissance là où elle n'existe plus et qui, dès lors, on le voit avec Trump, recourt aux armes les plus violentes de négation du droit international et de la civilité internationale en affirmant que désormais, on ne va plus s'embarrasser de ces normes-là et on va revenir à ce qui avait cours
à la fin du 19e siècle ou dans les années 30, c'est-à-dire la prédation militaire brute et violente. C'est ça, on est presque plus proche de la fin du 19e siècle que des années 30 en réalité. C'est une comparaison tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Trump lui-même a parlé du Gilded Age, de cette période 1870-1913, qui était celle des barons dorés. Voilà, qui était celle du capitalisme le plus violent, qui ne reconnaissait aucun syndicat, aucun droit social, aucun droit du travail, la période des barons voleurs, comme on le disait, et la période également aussi de la prédation territoriale la plus brutale. Et c'est effectivement à ce moment-là que les républicains actuellement se réfèrent aux États-Unis. Alors, dans la perspective d'une résonance, vous signez Les Irresponsables, où vous êtes basé sur des archives politiques et des témoignages en Allemagne entre mars 1930 et janvier 1933, pour montrer qu'à l'époque, les élites politiques libérales, l'industrie, ont choisi de soutenir Hitler, finalement. Vous parlez de ces libéraux autoritaires qui ont, dites-vous, donné le pouvoir aux nazis. Qui sont précisément ces libéraux autoritaires? C'est un livre qui revient sur l'idée les idées habituelles, selon lesquelles les nazis seraient arrivés démocratiquement au pouvoir, ce qui est faux, qu'Hitler aurait été élu, ce qui est faux, etc. Ou alors des lectures en termes d'inéluctabilité, avec ces métaphores océanographiques ou tectoniques, la marée brune ou la poussée nazie. Ça n'avait absolument rien d'inéluctable. Je montre qu'au contraire, à l'automne 1932, le parti nazi s'effondre, littéralement. Il perdait des voix, même. Oui, il perd énormément de voix dans tous les scrutins qui sont organisés à l'automne, et que ça a été une décision politique prise froidement, cyniquement, par des acteurs qui étaient au pouvoir à l'époque, des libéraux autoritaires, c'est-à-dire des gens qui étaient à la fois pro-entreprise, pro-économie privée, pro-profit, et en même temps modérément démocrate. Et c'est une alliance, en fait, entre le libéralisme économique le plus débridé et l'absence totale de démocratie qui a conduit, au fond, à une sympathie pour l'extrême droite, puisqu'ils disaient, au fond, la même chose, les nazis, et à cette alliance. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'alliance entre un libéralisme cynique et débridé et l'absence de démocratie, on le voit tous les jours sur la scène mondiale, à commencer par les États-Unis. Et aujourd'hui, l'extrême droite, l'ultra-droite est de plus en plus décomplexée. On assiste même à une recrudescence des gestes et des symboles de haine, comme les saluts nazis, les saluts fascistes, comme on va le voir avec Olivier Kohler. 7 janvier 2025, le rassemblement de plusieurs centaines de militants néofascistes en plein cœur de Rome provoque une onde de choc en Italie, où depuis 1952, la Constitution interdit le salut romain, considéré comme une apologie de la période fasciste, un principe remis en cause par la Cour de cassation italienne. Cela signifie que le salut romain dans le contexte de ce genre de cérémonies, qui ont une signification commémorative, n'est pas un délit. C'est une façon de commémorer, et on le fait depuis des années. Les saluts nazis de ses supporters de la Lazio de Rome dans une brasserie de Munich provoquent l'indignation en Allemagne, tout comme ces chants et ces saluts nazis entonnés lors d'une fête de la jeunesse dorée allemande sur l'île de Sylt. Des gestes strictement interdits dans un pays encore profondément hanté par son passé nazi. Aux États-Unis, le jour même de l'investiture du président Trump, Elon Musk crée la polémique avec ce geste, assimilé à un salut nazi, même si le milliardaire américain s'en défend. C'est ça le goût de la victoire. Et ce n'était pas une victoire ordinaire. Nous sommes à un carrefour pour la civilisation humaine. Longtemps tolérante par rapport à ce type de gestuelle au nom de la liberté d'expression, la Suisse durcit le ton. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent proposer une loi pour interdire l'apologie du nazisme. Le Conseil fédéral et le Parlement entendent faire entièrement disparaître de l'espace public les symboles comme le croix gammée ou les runes SS et les gestes comme le salut hitlérien. Un durcissement de la législation qui s'explique par la hausse spectaculaire des actes antisémites en Suisse et par une recrudescence des mouvances d'extrême droite sur le territoire helvétique.
Joanne Chapoutot, cette recrudescence de salut nazi, de salut fasciste, même publiquement, devant les caméras de télévision, que nous dit-elle au fond ? Elle nous dit que l'extrême droite a mondialement le vent en poupe dans le sillage de l'élection de Donald Trump, élection qui est un phénomène conjoncturel, qui est lié au fait surtout que les électeurs de Biden ne se sont pas déplacés pour voter pour Kamala Harris. Donc il faut aussi garder son sang-froid et ne pas être sujet à la sidération, qui est généralement une des tactiques du fascisme pour vitrifier l'ennemi et l'anéantir. Non, ces gens-là se croient désormais tout permis. C'est aussi une manière pour eux de dire que, je pense au salut de Musk ou de Bannon, de dire que s'ils sont désormais au cœur du pouvoir, ils restent reliés à leur base la plus radicalisée. Ils restent des mavericks, comme on dit aux États-Unis, des rebelles, des mauvais garçons, et donc ils peuvent se permettre de faire des saluts nazis. Alors le problème, c'est que ça a un effet de contagion réel dans la jeunesse d'extrême droite, un peu partout, dans les Amériques comme en Europe. Et ça, c'est un vrai problème, oui. En Italie, on l'a vu dans le sujet, le salut fasciste ne serait plus un délit dans certains cas. En tout cas, ça laisse place à une forme d'ambiguïté. Oui, puisque c'est censé être un acte mémoriel dans le cas qui a été exposé. C'est lié aussi à une culture mémorielle assez spécifique à l'Italie, où de fait, les traces du fascisme et les héritages du fascisme ne sont pas effacés dans l'espace public. Les dédicaces à Mussolini sont toujours apparentes sur les murs. Vous avez des ventes de bustes ou de mémorabilia du fascisme dans des boutiques de souvenirs. Et après Dapio, qui est la ville de naissance de Mussolini, vous avez un véritable culte autour de sa tombe qui est légal. Ce qui est un petit peu curieux, effectivement, lorsqu'on vient de France ou d'Allemagne, qu'on arrive dans ce contexte-là. Oui. Vous dites que pour une partie de l'extrême droite, les nazis sont toujours vus comme, entre guillemets, ceux qui ont réussi. C'est terrifiant. Pour les extrêmes droites mondiales, le nazisme reste la référence indépassable. Ce sont effectivement ceux qui ont réussi, avec les fascistes italiens, qui avaient réussi 11 ans plus tôt, mais de fait, avec l'art de la propagande nazie, de l'auto-mise en scène du nazisme, et puis par ailleurs, le déploiement d'une violence inouïe et inédite dans l'histoire à l'échelle d'un continent, le nazisme impressionne. Le nazisme impressionne, jusque et y compris dans sa politique d'extermination, dans sa politique génocidaire, qui en gêne certains aux entournures, mais qui en réjouit d'autres, qui assument pleinement cet héritage-là jusqu'au bout. Donc oui, c'est le modèle indépassable. Il n'est qu'à voir les bas-fonds des réseaux sociaux de tous les candidats d'extrême droite un petit peu partout en Europe, pour voir que les références au nazisme sont permanente, le folklore runique de la SS, la croix gammée, ou alors les petits signes codés comme les nombres 18, 88, etc. Et les actes antisémites ont explosé. C'est parfaitement lié. Il y a une recrudescence des actes antisémites qui est liée à cette recrudescence du néonazisme et du néofascisme un peu partout. Et cette année marque aussi les 80 ans de la libération du camp de concentration, d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Des commémorations très importantes ont eu lieu le 27 janvier dernier. Il s'agit de préserver la mémoire des victimes du génocide perpétré par le régime nazi et ses collaborateurs. On écoute ces témoignages de rescapés de la Shoah. Quand on est arrivé, ils vous regardaient et vous faisaient signe d'aller à droite ou à gauche. Nous n'avions aucune idée de ce que cela signifiait. Mais nous l'avons appris plus tard. S'ils pensaient que vous pouviez travailler, ils vous envoyaient d'un côté. Les enfants et les personnes âgées étaient envoyés de l'autre côté. Ils les ont emmenés dans un grand bâtiment où il était écrit « bain public ». Puis, ils les ont emmenés dans la salle de douche, mais au lieu de l'eau, c'est du gaz qui est sorti. Ils ont été tués, malheureusement. Ma sœur et ma mère étaient parmi eux. Entre 1940 et 1945, 1 million de Juifs ont péri dans l'immense camp d'Auschwitz-Birkenau, assassinés pour beaucoup dès leur arrivée. La libération du camp par l'Armée rouge le 27 janvier 1945 révèle aux yeux du monde l'horreur de l'entreprise d'extermination perpétrée par les nazis. On ne peut pas trouver les mots exacts pour décrire ce que l'on a subi dans les camps. Mais le fond de cette histoire, ça sera toujours
la férocité de ceux qui nous contrôlaient. Le 27 janvier 2025, certains des derniers rescapés du camp d'Auschwitz, devenu le symbole de la Shoah et de ses 6 millions de morts, sont venus se recueillir lors des cérémonies qui ont marqué les 80 ans de sa libération. Je représente les enfants. Il ne reste que très peu d'entre nous. Dans ma ville, 4 enfants ont survécu. Je suis donc ici pour parler de ceux qui ne sont pas là. Un travail de transmission douloureux, mais toujours inlassablement porté par les survivants, dans les classes, les musées, les mémoriaux. Je me sens obligée de le faire pour essayer de mettre quelque chose de personnel dans l'histoire de cette l'histoire avec un grand H. Peut-être ça pourra toucher quelqu'un plus que simplement les faits et les chiffres. Joanne Chapoutot, les derniers rescapés se font très âgés, hein, les témoignages de leurs vivants se font de plus en plus rares. Comment perpétuer la mémoire? En faisant de l'histoire, tout simplement, en enseignant tout cela dans l'enseignement primaire et secondaire, en ne sabrant pas les crédits et les postes dans les universités, les chaires de recherche qui travaillent sur ces questions-là. L'histoire est absolument fondamentale, l'histoire comme science, comme discipline, pour la formation intellectuelle, comme pour la formation civique du citoyen, parce que de fait, l'histoire, nous le disions tout à l'heure, nous permet de comparer, et en comparant, nous permet d'identifier, de spécifier, de qualifier, et donc ensuite d'agir en connaissance de cause. Et ça, c'est très important, hein. Cette sensibilisation s'inscrit dans une lutte actuellement plus large pour préserver la démocratie, l'état de droit, les libertés, le respect face aux menaces. Est-ce qu'on est mieux armé aujourd'hui que justement dans les années 30 pour agir, pour réagir? Alors, le patrimoine dont vous parliez, démocratique, juridique, institutionnel, précisément, il a été renforcé après la Seconde Guerre mondiale par opposition, effectivement, à ce que l'Europe avait vécu et ce que l'Europe avait infligé au monde avec le fascisme et le nazisme. Et donc il faut revenir peut-être aux sources en fait, de notre monde. C'est ce qu'on disait au début de l'émission, à 1945, et à cette volonté de civiliser le monde. Et là, nous sommes entrés, du fait de certaines élites irresponsables, dans un processus, pour le coup, de décivilisation. Il faut revenir au sens historique et culturel de tout cela pour préserver un mode de vie qui est fondé sur le respect de la personne humaine, sur le respect des normes, et des normes qui transcendent les expressions politiques et qui permettent un cadre juridique stabilisé. Et pour cela, effectivement, nous sommes mieux armés, puisque nous avons, par exemple, un exemple parmi mille autres, une magistrature qui, en Allemagne, en 1933, était majoritairement de droite extrême, voire d'extrême droite, et qui faisait rigoureusement n'importe quoi en termes de jurisprudence, et qui favorisait honteusement les nazis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque du fait de l'ouverture des études à de plus grandes catégories socioculturelles, nous n'avons plus ce biais politique-là. Donc nous avons une magistrature qui tient, nous avons des normes juridiques qui tiennent, et nous voyons que les tribunaux sont la dernière ligne, face à Trump, comme face à la dévastation environnementale. Et par ailleurs, nous avons un avantage sur nos aînés, qui est que nous savons comment ça se passe. Quand nous faisons alliance avec l'extrême droite et quand nous laissons l'extrême droite arriver au pouvoir, nous savons quelle dévastation cela suscite. Et ça permet de contrecarrer cet argument qu'on entend partout. On n'a jamais essayé, mais si. On a essayé en France, on a essayé en Italie, on a essayé en Allemagne, on a essayé partout en Europe, au fond, avec ces gouvernements de collaborateurs qui collaboraient ouvertement avec le régime nazi, et on sait ce que c'est. Donc nous sommes tout de même peut-être plus aguerris et plus acérés dans notre regard, plus sagaces et plus lucides. À tel point que les historiens se mobilisent, en signant par exemple des tribunes. Oui, je pense notamment à mon collègue Timothy Snyder, qui
est évidemment vent debout contre la fascisation actuelle de son pays. L'historien Robert Paxton parle ouvertement de fascisme également pour Trump. Et les historiens nous aident également à spécifier ce qui se passe en ce moment. Un coup d'État, désormais, ce n'est plus une bande de soudards qui va venir prendre d'assaut le siège de la RTS, comme ça se serait fait il y a 50 ans. Désormais, ce sont 4 jeunes hommes armés de clés USB qui vont siphonner toutes les données du système social américain pour constituer une banque de données qui va permettre de subvertir complètement non seulement l'état de droit, l'état social, mais l'état tout simplement. Et ça, Timothy Snyder l'a expliqué dans des termes très clairs, en parlant de coup d'état numérique, de la même manière qu'on peut parler de colonisation numérique. Il n'y a plus besoin d'envoyer des troupes américaines pour dominer l'Europe. Tous nos réseaux numériques dépendent, au fond, de quelques intérêts capitalistiques bien identifiés. Joanne Chapoutot, la période est très anxiogène, hein. Que faut-il faire? Quel remède, dans le fond, pour ne pas sombrer en gardant les yeux ouverts? Alors déjà, garder son sang-froid, puisque, on le disait tout à l'heure, un des outils de l'extrême droite, toujours, c'est de sidérer par la violence, la brutalité, l'insulte, le mensonge. Ça a été théorisé d'ailleurs. Hein. Steve Bannon a dit « flood the zone ». Il s'agit d'inonder la zone de mensonges et d'insultes pour que nous ne puissions pas réagir. Donc, garder son sang-froid face à ça, puisque nous sommes conscients qu'il s'agit d'une tactique de l'extrême droite, premièrement. Deuxièmement, avoir confiance dans notre propre capacité intellectuelle au sens large, d'un point de vue civique, dans la société, dans nos institutions également, qui tiennent, et continuer à armer notre esprit critique, à l'acérer, et aussi ne pas oublier les enseignements de l'histoire, qui sont que l'extrême droite est violente, elle est brutale, elle est vociférante, mais on peut faire confiance à l'incompétence de ces gens. Donc garder espoir, oui, et ne pas être... et garder toujours l'idée que rien n'est jamais écrit en histoire. C'est une des leçons, pour le coup, de ce livre, hein, qui montre que les nazis eux-mêmes estimaient, fin 1932, qu'ils n'arriveraient jamais au pouvoir. Donc, quand on nous parle du caractère inexorable ou inéluctable de l'arrivée de cette extrême droite paradigmatique qu'est le nazisme au pouvoir, non, on se trompe. On se trompe et il ne faut pas se tromper face à eux. Merci infiniment, Joanne Chapoutot. Et ce livre, hein, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir, vous venez de le signer aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. Géopolitis, émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, est à voir ou revoir sur les différentes applications comme sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle édition de Géopolitis à quelques semaines de l'ouverture à Nice de la conférence des Nations Unies sur l'océan. D'ici là, portez-vous bien.